Tu as lu la transcription, on les écoute? Oui, c'est chaud, il est cuit, on le tient par les couilles, le mec. Ah, attends, il va pas trop vite. On connaît pas son profil. Si on va trop vite, on risque de le braquer. Attends, le mec, s'il se braque, il est suicidaire. S'il se braque, il est vraiment suicidaire. Du suicidaire, c'est pas ça qu'il demande. Et toi, tu vas rester sagement à la maison. On va envoyer Harris. Il saura comment s'occuper de lui. Harris n'est plus une pute. Ok, t'as peut-être raison. Sinon, le mec, je vais le pourrir. Je m'appelle Harris. J'appartiens au service secret américain. Harris, mon vieux, le patron est très content de ton dernier coup, ça s'est super bien passé. Grâce à la surveillance des emails, nous sommes au courant de bien des aspects de la vie privée. Et il m'a dit de te féliciter et il veut te redonner un autre coup. Tout le monde a ses petits secrets, n'est-ce pas? Et nous possédons les petits secrets de tout le monde. C'est un truc simple. Je dois approcher des gens qui sont en faute et je les fais chanter. Il s'agit d'une femme, il va falloir que tu prennes contact avec elle. Souvent, on m'envoie pour une mission délicate. Alors, on a fait un tableau de fraude qui est truffé de micros et de caméras. Je vais voir les gens et je leur demande de collaborer s'ils veulent pas voir un petit secret étalé là où il faut pas. Il faut que tu le donnes à la dame pour qu'elle l'offre à sa psychanalyste et qu'elle le mette dans son cabinet. On peut toujours espionner un peu plus pour connaître un peu mieux. Alors tiens, prends cette enveloppe, il y a toutes les instructions dedans, ok? Je vais voir une femme qui trompe son mari. Allez, goodbye, tu vas t'en tirer très bien. Je pense qu'elle n'a rien à me refuser. Allô? Damsès de Chili? Oui. C'est un peu délicat. Qui êtes-vous? Je m'appelle Harris. Et en fait, je souhaiterais vous rencontrer. Excusez-moi, pour quelle raison? On se connaît? Non, nous ne connaissons pas, mais je connais Richard Darman. Oui. Et je sais que vous et Richard, vous êtes des amis. Et voilà, je souhaiterais vous rencontrer. Est-ce que ce serait possible maintenant? Non, c'est absolument pas possible maintenant, je ne suis pas disponible, je ne suis même pas chez moi. Ah, je suis désolé de vous dire, mais vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous puisque votre téléphone est chez vous. Voyez-vous, un téléphone, c'est comme une fenêtre ouverte. Si on regarde bien, on voit ce qui se passe derrière. Et alors?
Descendez maintenant. Je vous attends dehors, dans le jardin, près du banc. Mais si je ne viens pas? Je crois que vous viendrez. C'est vous, Harris? Oui, asseyez-vous. Voilà, je ne vais pas rester très longtemps. Je vous explique. Je voudrais que vous offriez tout simplement un cadeau à votre psychanalyste. C'est un portrait de Sigmund Freud. Mais pourquoi vous ne lui donnez pas vous-même? Je dois vous expliquer. Il y a 10 ans, je suis tombé amoureux d'Eleanor Merz et nous avons couché ensemble. Mais le problème, c'est que je suis marié. Et donc, je n'ai pas voulu poursuivre l'aventure. Mais je sais que le docteur Merz a été très affecté par cette histoire. Aujourd'hui, 10 ans après, je veux lui offrir quelque chose, mais je sais que si c'est moi qui l'offre en mon propre nom, elle va refuser. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Ce n'est rien du tout, c'est un portrait, vous lui direz. C'est un portrait de Sigmund Freud par Anna Blume. Anna Blume est une artiste qui a vraiment bien connu Sigmund Freud. C'est quelque chose de très précieux. Je suis sûr que ça lui fera énormément plaisir. Elle se demandera pourquoi je lui offre. Moi? Je vais pas coucher avec elle, moi. Non, mais je crois que vous avez des relations avec Richard Dermont. C'est un chantage. Tu as pu refiler le tableau? Yes, aucun problème. C'est à vous, Madame Shelley. Docteur Merz, j'ai un cadeau pour vous. C'est un tableau de Sigmund Freud par Anna Blume. Je suis confuse, merci. Ça a dû vous coûter une fortune. Je sais pas, j'étais en train de courir dans le jardin. Je courais. Et il y avait des personnes qui me couraient après, 2 hommes. Et c'était comme des ombres, je savais pas trop. Puis je me suis retrouvée face à l'ambassade. Mais j'avais pas envie d'aller à l'ambassade. Mais il y avait ces deux personnes derrière moi, très dangereuses, qui me couraient après. J'étais obligée, j'entendais une voix qui résonnait dans ma tête, qui me disait qu'il fallait que je rentre. Et je dis non, I don't want to go, je ne veux pas y aller. Mais j'étais obligée d'y aller. J'ai hésité un bref instant, mais les 2 personnes venaient très rapidement et donc je suis rentrée. Et je sais pas, c'est peut-être aussi lié aussi à mon dos bloque sans cesse, j'ai mal.
Et je dois courir et je me sens poursuivie et poussée dans une direction auquel je n'ai pas envie d'aller. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction-là, mais je suis obligée d'y aller. Il y a les voix qui me parlent et j'entends une voix féminine dans ma tête. You've got to go there, you've got to go there. Donc, go in, do what you have to do. Mais en même temps, c'est ma voix, mais c'est pas moi. C'est noir. C'est juste simplement noir. Je rentre et puis c'est comme si c'était la fin. En fait. Je suis obligée d'y aller et je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien changer. Rien changer à la procédure, en fait, au chemin que je dois prendre. Et ils me font peur, ils sont assez effrayants. Il faut que je rentre par une porte spécifique. Si je ne rentre pas par cette porte spécifique, je serai en danger. Et dès l'instant que je vais par là, tout va bien. Ah, tout va bien. Moi, je ne vais pas bien. Moi, je n'ai pas envie, mais je suis obligée. Et, je sais pas, c'est un vrai mélange dans ma tête. Hein. Je suis en France, donc je suis à politique française, mais en même temps, je suis à l'ambassade du Royaume-Uni. Et donc, c'est de la politique de la Grande-Bretagne. Et je ne suis pas toujours en accordance avec ce qu'ils disent. Donc je suis obligée de suivre un peu ce qu'ils disent. Je suis obligée de convenir un peu à la politique. Là, on est encore dans la dualité. Donc deux ombres. Oui. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent à l'ambassade. Bon, je ne sais pas à quel point je peux dire ce que je sais, mais il y a des grands événements qui vont se passer, de très grands événements qui vont se passer, et l'Angleterre s'engage une fois de plus dans des guerres en réalité. Et moi je suis contre ça, et je n'ai pas envie. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine consultation. Oui, d'accord. Merci. Bonjour docteur. C'était dimanche, sur le coup de 11h30 je crois. J'ai vérifié machinalement la boîte aux lettres, alors que dimanche le facteur ne passe pas, je le sais, mais j'attends toujours quelque chose. Il n'y avait rien bien sûr. Alors je suis sorti au moment où j'ai appuyé sur le déclencheur de la porte, la porte s'est ouverte avant même que je puisse le faire, et une femme est entrée et elle ressemblait à Marussia. Et la voir comme ça alors que j'allais sortir à 11h30, l'heure où on avait l'habitude de... Elle ne reviendra plus. J'ai commencé à marcher dans la rue un peu au hasard, mais ce n'était pas le hasard, c'était un chemin que nous avions souvent fait ensemble, et là j'ai senti une oppression. Les rues, les trottoirs étaient comme bondés, mais de policiers, d'agents de sécurité. On avait l'impression qu'il n'y avait que des hommes en armes. Je devais avoir l'air coupable, je suis passé, j'ai essayé de me faire le plus invisible possible, j'ai écourté, j'ai pris par une ruelle et je suis revenu en marchant d'un pas. Quelqu'un. Où? Qui? Ça fait un moment que je m'évite. Je pense que je suis parti avec elle. Enfin, j'en sais rien. Non, je sais pas.
J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'étais dans une grande salle à manger. La table était dressée un peu comme pour un repas de dimanche en famille. J'étais en bout de table, à la place d'honneur, mais la table était vide, la pièce était vide, j'étais seul en bout de table, juste moi et plein d'assiettes et de chaises autour d'une grande table. Grande table, longue. Et soudain, comme ça, de nulle part, toutes les places autour de moi étaient occupées par plein de personnes, des gens, des visages parfois qui me semblaient familiers, mais pas vraiment, des inconnus aux airs familiers. Juste avant, il n'y avait personne, et ils étaient tous là, et ils me montrent tous du doigt, avec leurs bras tendus et le doigt inquisiteur, et ils me regardent. Et là, je me réveille. Coupable. Ouais, coupable. Ouais. Oui, arrêtons. Oui. À notre dernière séance, je vous avais raconté un rêve où j'étais en bout de table et où tous ces gens, à la fin, me montraient du doigt. Je vous avais dit, alors que je n'avais reconnu aucune des personnes dans l'assistance, ça m'est revenu, un bout de table en face de moi, ce visage qui n'était pas revenu quand je vous en ai parlé, c'était celui de mon père. Je vous avais parlé de cette femme que j'avais croisée et qui m'avait, dans un rêve... Non, vous voyez, je me trompe même, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Je vous avais parlé de la réalité, maintenant c'est le rêve, tout se mêle actuellement. C'est cette femme qui m'avait rappelé Marussia. Et aussi, je me souviens d'un autre visage à la tablée, dans le rêve, autre que celui de mon père. Vous étiez là. Et comme les autres, vous me montiez du doigt. Et je ne sais pas, alors que dans tous les autres, je percevais de l'accusation, un reproche. Dans vos yeux, il y avait peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme peut-être une moquerie. Pas une ironie, non, une moquerie, un sourire que je n'ai pas pu interpréter puisque, en apercevant mon père, je me suis réveillé. Je me sens épiée.
Et puis, c'est bizarre, je me sens un peu observée. Il y a un de mes patients qui ne me met pas très à l'aise et je le trouve bizarre. Et en fait, ce qui est encore plus bizarre, c'est que même les patients bizarres, en général, ils ne font pas ça. J'arrive quand même à faire la part des choses. Et il a rêvé de moi et depuis qu'il m'a dit ça, j'ai encore plus peur de lui. Vous avez peur de quoi? Il a un regard quand même un peu étrange. Hein? C'est comme s'il regardait à travers moi. Alors, heureusement, tous les patients ne sont pas comme ça. On m'a fait un très beau cadeau il n'y a pas longtemps. On m'a offert un beau tableau de Freud par Anna Blum, quand même. Je fais souvent ce parallèle entre l'humain et l'arbre. L'arbre qui plonge ses racines profondément dans le sol et qui s'étire vers le ciel. Alors il y a plusieurs catégories d'arbres, plusieurs catégories d'humains. On peut voir par exemple un grand séquoia. C'était pas la nuit dernière, c'était la nuit d'avant. J'ai rêvé de quelqu'un qui me parlait, et qui me parlait sans discontinuer, mais je ne comprenais rien. Un mort, un cadavre, c'est l'existence même. Prenons par exemple du bois coupé, d'un arbre mort. Ce bois, dans la cheminée, va réchauffer des vivants. Mais le vivant qui porte en lui le germe de l'assassin, c'est la mort. Vous voulez dire qu'il vous parlait dans une langue étrangère? Oui, et en même temps, je ne suis pas persuadée. Étrange. Je suis même là maintenant, je suis incapable de mettre un visage sur cette personne. Je me demande même si elle en avait un dans mon rêve. À temps déterminé, c'était une femme et ensuite un homme. Et c'était toujours la même personne. C'était toujours la même entité, quoi. Qui m'a parlé d'un séquoia. Un séquoia? Oui, un séquoia. Un séquoia. Un séquoia. Ça vous fait penser à quoi, un séquoia? Un séquoia. Oui. La forme d'un séquoia. Bien sûr, oui. Alors oui. Oui. Oui, forcément, un symbole phallique. Oui. Oui. Oui, oui. Voilà. Ah oui, voilà, alors voilà. Mais il y avait aussi un toboggan. J'avais toujours très peur de monter au sommet du toboggan parce que j'ai toujours le vertige. Alors un enfant qui était derrière moi, qui me dit bon allez, tu y vas. Puis moi j'ai pas envie, et puis je regarde en bas, et il faut surtout faut jamais faire ça. Et l'enfant me pousse ou pas, mais je me sens poussée, je suis obligée de descendre, et en fait, j'ai jamais vraiment aimé les toboggans. Je peux pas associer ça à un moment heureux dans mon enfance, le toboggan. Un saule pleureur, totalement noué, incapable d'aller vers le ciel, incapable de révéler son ascension vers la lumière, mais en cherchant à l'intérieur de lui-même. On avait peut-être 6-7 ans, on commençait tout juste à lire. Puis on voyait ce rideau de lianes là, qui pendait. Et puis le jardin de ma grand-mère. Si vous envoyez un email et que l'email est lu par les services secrets, vous pouvez décider d'envoyer un pigeon voyageur. Je me souviens d'une marque qui était toujours à côté de ce saule pleureur. Et quand il faisait beau, vous voyez le soleil qui se reflétait dans la mare.
Nous allons nous arrêter là.